Bienvenue dans les interviews d'Au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. À l'occasion des 80 ans du débarquement, je vous propose une série d'émissions spéciales que vous pourrez retrouver en podcast comme d'habitude, mais aussi en vidéo sur les réseaux d'Europe 1. On se trouve pendant 3 émissions extraordinaires sur les lieux mêmes où l'histoire s'est déroulée. Et aujourd'hui, nous sommes au musée d'Arromanches sur Gold Beach, l'une des plages du débarquement du 6 juin. Et pour parler de l'histoire de ce débarquement, de ses préparatifs, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Guillaume Dormy, chargé des collections au musée d'Arromanches. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Je voudrais parler avec vous des préparatifs de ce débarquement. Comment est née l'opération Overlord ? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte de 1943. À ce moment de la guerre s'enlise. Les Allemands sont défaits sur plusieurs fronts. Les Alliés veulent profiter de cette occasion pour envahir l'Europe de l'Ouest et aller jusqu'à Berlin. C'est le plan Germany First. Donc Winston Churchill, le Premier ministre britannique, avec le président Roosevelt américain et aussi Staline, le chef de l'URSS, se rassemblent lors de plusieurs conférences pour mettre au point ce plan stratégique. C'est l'opération Overlord. Et la première phase, c'est l'opération Neptune. De quoi s'agit-il ? L'opération Neptune, c'est véritablement la traversée de la Manche. C'est l'assaut amphibie sur les côtes normandes. C'est réussir à faire traverser la Manche à 12 000 navires, mais aussi à faire débarquer, au soir du 6 juin, plus de 156 000 hommes. Il ne faut pas oublier non plus les parachutistes. 23 000 parachutistes qui vont être largués de chaque côté du dispositif. C'est véritablement le 6 juin 1944, le D-Day. Est-ce que les Allemands savent qu'il va y avoir un débarquement ? Et s'ils le savent, est-ce qu'ils s'attendent à ce que ce soit sur les plages normandes ? Eh bien, pas forcément. Les Allemands sont trompés par l'extraordinaire plan Fortitude qu'avaient monté les Alliés pour tromper justement les Allemands sur le lieu exact de l'assaut. Les Allemands ont des suspicions. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont mettre en place le mur de l'Atlantique, cette série de bunkers ici, notamment en Normandie. Mais ils ne s'attendaient pas à un débarquement à cette date, à ce moment de début juin 1944. Les armées alliées vont se retrouver face à des batteries allemandes. On a ici une maquette qui représente un petit peu ces fameuses batteries. Vous m'expliquez en quoi elles consistent ? Alors tout à fait, ici nous sommes devant la représentation, je dirais, typique du mur de l'Atlantique. C'est la batterie de Longues-sur-Mer, à seulement quelques kilomètres d'Arromanches. Sur le devant, on voit ce poste d'observation qui scrute la mer. Derrière, reculé, les casemates qui abritent d'énormes canons de 155 mm. C'est des canons qui peuvent tirer jusqu'à 20 km au large. 20 km. C'est vraiment le dispositif typique allemand installé, je dirais même sur l'ensemble du mur de l'Atlantique, de la Norvège jusqu'à la frontière franco-espagnole. Et pour leurrer les Allemands, les Alliés vont avoir un petit dispositif qui est juste là. Je voudrais le voir avec vous. Allez, on y va. Alors, les Alliés ont décidé d'envoyer des leurres, des espèces de petits bonhommes qui lançaient dans le ciel et qui ressemblaient de loin à des parachutistes. C'est ça, nom de code Rupert. En fait, ce sont les petits parachutistes en toile de jute. À l'intérieur, on vient mettre des explosifs, on vient mettre des haut-parleurs pour véritablement semer le chaos, semer la confusion parmi les rangs allemands. 500 parachutistes, de faux parachutistes comme ceux-là, ont été largués sur différentes régions du nord de la France, en Normandie, mais pas seulement, pour véritablement créer le chaos parmi les rangs allemands et puis ne pas savoir véritablement où sont les vrais parachutistes. Alors Gold Beach, en plus, à Arromanches, c'est un lieu extrêmement stratégique puisque cette plage a vocation à devenir un port. Tout à fait. Lorsque les Britanniques débarquent le 6 juin, l'objectif, c'est de récupérer Arromanches au plus vite puisque dès le lendemain, le 7 juin 1944, on y installe un des 2 ports préfabriqués. D'ailleurs, vous avez des maquettes, on va les voir ? Oui, tout à fait. J'aperçois la maquette de Mulberry Bay, le fameux port, c'est extraordinaire. De quoi il se compose ? Eh bien, là, nous sommes, comme vous le disiez, devant la maquette qui représente au mieux le quai de déchargement du port. On voit dans le fond le quai de déchargement, supporté par 4 énormes pylônes qui sont ancrés sur le fond de la mer, des plateformes de déchargement sur lesquelles viennent décharger, accoster les navires, et ensuite, chaque camion, chaque char, tout le déchargement emprunte cette route flottante que nous voyons ici, qui en réalité mesurait 900 mètres de long. Cette route qui était supportée par des flotteurs et qui permettait de suivre le mouvement de la marée, le mouvement des vagues. C'est véritablement une prouesse d'ingénierie. C'est du béton et de l'acier, ça ? Exactement. C'est incroyable. C'est incroyable puisque aujourd'hui, c'est une technique qu'on utilise, mais qui pour l'époque est véritablement novatrice. Ça n'existait pas auparavant. Donc on vient faire flotter du béton, 19 tonnes pièce pour les flotteurs,
mais c'est vide, creux, étanche, ça flotte sur l'eau. Des flotteurs en acier, aussi équipés de pylônes qui viennent reposer, ancrés sur le fond de la mer pour soulever l'ensemble des structures. Et on sait combien de matériel transite par ce port? Alors, pour ce quai seul, on est quand même à 315 000 tonnes. Et pour l'ensemble du port d'Arromanches, c'est 700 000 tonnes de matériel de juin à novembre 1944. Tous ces éléments en béton et en acier, il a fallu les acheminer depuis l'Angleterre jusqu'ici. Et là, on voit une de ces scènes, justement, mais ça paraît complètement fou. Exactement. L'ensemble des pièces étaient réunies dans le sud de l'Angleterre, prêts à traverser la Manche. Dans ce cas, on va employer pas moins de 300 remorqueurs qui viennent aussi du port de New York. On vient directement d'Angleterre. Et donc, on voit ces remorqueurs sur le devant. Ils viennent tracter l'ensemble des éléments. On traverse la Manche. 12 km de ces routes flottantes avaient été construites. Malheureusement, ils vont en perdre 50%. Non pas à cause des attaques allemandes, à cause de la mauvaise météo. La météo n'était pas bonne et donc ces éléments vont s'abîmer au milieu de la mer. Donc on traverse la Manche avec l'ensemble de ces éléments. Il faut imaginer 12 heures pour traverser la Manche, pour venir ici en Normandie et commencer l'installation. Donc là, on voit les routes flottantes, mais on va aussi tracter ces énormes caissons Phénix. Imaginez 7000 tonnes de béton à faire traverser la Manche. Mais ça flotte sur l'eau puisque c'est vide, creux et étanche. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que certaines des pièces de la route flottante peuvent se rétracter et s'ouvrir. Pourquoi? Exactement, comme celle du milieu qui est télescopique, tout simplement pour répondre à la force de la mer. Lorsqu'il y a du ressac, lorsque la mer est agitée, ça permettait une certaine flexibilité de la route qui venait s'étirer et se rétracter en fonction de la force des vagues. Ces pièces ont toutes été construites en Angleterre, dans des usines. Ça devait être hyper sécurisé pour rester secret. Eh bien, en fait, chaque élément des ports ont été construits aux quatre coins de l'Angleterre. C'est une fois que tout est réuni que l'on comprend que c'est un port. Mais lorsqu'on construit des ponts comme celui-là dans le sud-ouest de l'Angleterre, et puis des caissons dans le nord-est, et puis des petites vis à droite à gauche, c'est un mécano géant qui s'assemble. 50 000 personnes, 50 000 hommes et femmes ont travaillé dans le plus grand des secrets pour construire ces éléments. Alors, pour que le port soit sécurisé, il a fallu installer des brise-lames. Ce sont ces fameux caissons Phénix. Comme c'est marée basse, je vous propose qu'on aille les voir sur la plage. Avec plaisir. Allons-y. Il a fallu transformer tout cet espace en port et on voit ces fameux caissons Phénix là-bas. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Tout à fait. En fait, ces caissons Phénix ont été construits en Angleterre. Ce sont d'énormes blocs de béton qui font tous 60 mètres de long. Ils sont vides, creux, étanches. Pour les plus hauts, ils font 18 mètres. C'est l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Ah oui. Et les plus lourds, 7000 tonnes. 7000 tonnes, pour avoir une idée, c'est le poids de la Tour Eiffel à son origine. Mais pour autant, l'ensemble des éléments traversaient la Manche tout en flottant sur la mer, puisque, comme je le disais, ils sont étanches. Comme un énorme paquebot, ils ont été tractés et une fois arrivés sur place, ils ont été coulés puisque leur première fonction, c'est de servir de digue de protection, de brise-lames contre les vagues. D'accord, c'est pour être en eau calme et pouvoir décharger les bateaux, c'est ça, en toute Exactement. sécurité. C'est comme un mur au milieu de la mer pour avoir ce port en eau calme, mettre en place les quais et pouvoir, grâce à 3 passes, 3 entrées qui étaient dans le port, faire venir quotidiennement, je dirais même tous les jours, les navires avec le ravitaillement. Donc si les Alliés ont besoin de construire un port ex nihilo comme ça, c'est parce qu'ils ont considéré que les ports français étaient imprenables. Les Allemands les avaient tellement sécurisés que c'était quasiment déjà des bunkers. Exactement, justement, on parle de bunkers. Les Allemands avaient considéré le port du Havre et de Cherbourg comme des Festungen, des forteresses. Donc les Alliés étaient conscients que ces ports étaient imprenables. Et d'ailleurs, cette phrase très symbolique qui le dira, l'amiral britannique Mountbatten dira « Si on ne peut pas récupérer les ports en France, alors on ramènera les nôtres depuis l'Angleterre. » Et c'est comme ça que le projet Mulberry, nom de code Mulberry pour l'opération du port, est né. Et s'ils ont compris que les ports étaient imprenables, c'est parce qu'en 1942, il y a eu le débarquement à Dieppe. Et là, ça a été une catastrophe. Exactement. Alors aujourd'hui, les historiens sont d'accord pour expliquer que Dieppe, c'est un raid d'observation. Il n'y a pas de vraie tentative de débarquement pour mettre le pied à terre en Normandie. C'est pas une explication a posteriori pour expliquer un échec? Non, parce que véritablement des documents et des archives prouvent justement dans la préparation du raid de Dieppe que c'est véritablement une tentative pour mettre le pied en Europe
pour répondre aux demandes incessantes de Staline, qui dit « Moi, depuis juin 1941, je supporte l'ensemble du front. Il faut venir m'aider et ouvrir sur l'ouest de l'Europe. » Donc les Alliés vont envoyer un contingent de 6 000 Canadiens, 6 000 bleus, puisque ces Canadiens n'ont jamais débarqué, ils ne savent pas vraiment comment combattre, on les a légèrement entraînés. Ils sont envoyés à la mort, puisque sur les 6 000 hommes qui débarquent, il y a 3 000 victimes. Aujourd'hui, donc, on sait que Dieppe avait pour vocation à récupérer des informations sur le système défensif allemand, aller inspecter les bunkers qui étaient mis en place, mais aussi, par exemple, récupérer des pièces de cette fameuse machine Enigma, qui était le véritablement... La machine qui permettait de décrypter les messages secrets des Allemands. Exactement. Donc, pour pouvoir gagner cette guerre, il fallait aussi rentrer dans le secret allemand. Et donc, en récupérant ces pièces de cette machine Enigma, lors du raid de Dieppe, ils ont pu préparer au mieux le débarquement de Normandie, ici, sur nos plages. Mais là, Guillaume, justement, on est sur la plage de Gold Beach, là où les Alliés, les Britanniques, ont versé leur sang. Pourquoi avoir choisi la Normandie spécifiquement ? Eh bien, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à eux. Alors, Churchill, lui, pensait plutôt aux Balkans, ou aussi l'Italie, ce qui était le cas en 1943. Mais pour poser le pied en Europe de l'Ouest, il fallait débarquer en France. Donc en France, il était impossible de débarquer en Bretagne. Le paysage ne s'y prête pas du tout. Et dans le Pas-de-Calais, c'est là où les Allemands les attendaient. Il n'y a que 30 km qui séparent l'Angleterre à la France dans cette région. En revanche, la Normandie, qui est un peu plus éloignée, répondait complètement aux critères sélectionnés, c'est-à-dire des plages de sable fin, un arrière-pays qui se prête à ces conditions, les flux de circulation pour aller jusqu'à Berlin, et surtout une grande étendue de plages, malgré les 160 km qui séparent la Normandie à l'Angleterre. Merci Guillaume pour toutes ces explications, c'était fascinant. Avec plaisir. On se revoit bientôt, j'espère. Ben oui, le rendez-vous est fixé. Merci beaucoup. Vous avez aimé cet entretien ? Il y en a 2 autres à regarder en vidéo. On va rencontrer quelqu'un qui a vécu cette histoire du débarquement alors qu'il était enfant sur les plages de Normandie. Et puis il y aura un autre entretien au mémorial de Caen où on va revenir en détail sur les événements du D-Day. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio que vous pouvez retrouver tous les jours en podcast, bien évidemment sur toutes les plateformes. Mais on se retrouve aussi à 15h à l'antenne d'Europe 1. À bientôt.